On va parler du petit dernier, l'Europe, le vieux continent, le musée comme on l'appelle sur cette chaîne. Croissance à tonnes, marché aussi un peu en difficulté. Le CAC, pour rappel, a fait moins 3% sur l'année dernière. Alors, c'est le plus mauvais indice européen. Plus mauvais indice européen, d'autres ont fait mieux. Ouais. Est-ce que la croissance des marchés européens reflète le potentiel économique de notre zone ? Alors, il ne faut pas confondre l'économie et les marchés. Donc, effectivement, l'économie européenne, vous l'appelez le musée, il y a des économistes qui appellent ça l'EHPAD. Enfin, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui fait rêver. C'est pas quelque chose qui fait rêver. Pourquoi ? Parce que l'Europe, en tant que zone géographique, zone économique, paraît coincée entre deux géants. La Chine, on en parlait à l'instant, et les États-Unis. Et le problème, c'est que le monde est en train de devenir moins coopératif. C'est-à-dire que l'Europe avait bâti son modèle pour exceller dans un monde qui était coopératif, dans un monde de libre-échange. Or, ce monde-là, depuis quelques années, n'est plus aussi coopératif. On voit bien que la globalisation heureuse n'est plus le thème à la mode. On est plutôt dans un monde qui est bipolarisé ou multilatéral, dans laquelle on est dans la confrontation entre les blocs. Et parfois, cette confrontation peut être assez forte et vigoureuse, avec notamment des politiques commerciales qui peuvent être très négatives pour le commerce mondial. On le voit avec Trump qui impose des tarifs tout de suite. Voilà, il a dit dans sa campagne, le mot qu'il préfère dans le dictionnaire, c'est tarifs. On voit bien que ça va pas être... Ils sont droit de douane, pour rappel. Ouais, c'est ça, droit de douane. On voit bien que ça va pas forcément être sympa pour les pays qui ont bâti leur modèle sur le libre-échange et les exportations. C'est le cas de l'Allemagne, par exemple. L'autre faiblesse structurelle de l'Europe, c'est qu'elle ne produit pas de matières premières, en particulier pas de matières premières énergétiques. Donc elle est dépendante du reste du monde sur les matières premières énergétiques en particulier. Or, l'énergie, c'est la base de l'activité économique. On a du nucléaire pourtant en France. Alors on a le nucléaire, mais c'est un peu l'exception par rapport à l'ensemble de l'Europe. On va dire que la France avait, de ce point de vue-là, un avantage structurel en ayant fait d'autres choix. Mais si vous regardez l'Europe dans son ensemble, globalement, la France, c'est l'exception avec le nucléaire. Je crois qu'il y a l'Italie qui est pas trop mal non plus, mais l'Allemagne n'y est pas, quoi. Mais de toute façon, même en pourcentage du mix global énergétique européen, c'est marginal. Donc ça n'a pas d'impact. Et le troisième faiblesse structurelle de l'Europe, et là, il suffit de comparer les blocs, c'est sa démographie. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'Europe est un pays qui vieillit, et c'est un pays qui, en plus, se ferme de plus en plus à l'immigration. D'accord ? Un peu comme le Japon, finalement. Parce que quand vous avez une économie qui vieillit, il y a un moyen assez naturel de maintenir une certaine forme de dynamisme démographique, c'est d'ouvrir les portes à l'immigration. Or, on voit bien que dans l'ensemble des économies européennes, il y a un phénomène de rejet contre l'immigration. Et donc, quand vous prenez bout à bout la problématique démographique, et la démographie, la croissance démographique, c'est le pilier numéro 1 de la croissance économique. L'innovation, l'énergie, finalement, malheureusement, l'économie européenne coche pas beaucoup de cases. Le point fort de l'Europe, c'est finalement ces entreprises. Parce que ces entreprises, elles, d'une certaine manière, elles se sont préparées déjà depuis plusieurs années au jeu global. Et donc, vous avez en Europe des leaders dans chacun des secteurs, quasiment. Il suffit de regarder en France. Dans l'énergie, on a Total. Dans le luxe, on a LVMH. On a de très, très belles valeurs en Europe dans chacun des secteurs. Et donc, finalement, l'indice européen ne doit pas être jeté avec l'eau du bain de l'économie européenne. Le problème, c'est que pour l'investisseur américain ou pour Madame Watanabe au Japon, c'est un peu la même histoire. Et donc, aujourd'hui, les flux, on ne les voit pas revenir franchement sur les entreprises européennes. Mais objectivement, ce n'est pas quelque chose qui a vocation à durer trop longtemps. Et qu'est-ce qui pourrait justement changer cette équation ? C'est compliqué. C'est compliqué parce que les flux, c'est une question d'envie et c'est une question de confiance. Or, aujourd'hui, l'Europe, du point de vue de l'investisseur étranger, ne fait pas envie. Un investisseur, aujourd'hui, américain, il est content d'investir dans son économie américaine. Un investisseur japonais, honnêtement, il préfère... À la limite, il va venir acheter des obligations européennes parce que ça, les obligations européennes, ils se disent c'est bon, il est tranquille, il n'aura pas trop de risques. Mais en revanche, aller investir dans des actions européennes, dans une économie qui n'est pas florissante, ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse particulièrement. Donc, nous, on ne voit pas de catalyste à court terme. C'est pour ça que d'ailleurs, en termes de positionnement de portefeuille, nous, là, on privilégie les marchés actions américains par rapport aux autres marchés mondiaux dans nos portefeuilles.
On va être plutôt neutre sur l'Europe parce qu'on n'a pas de vue particulière sur l'Europe. Et en revanche, on va jouer la préférence pour les actions à travers des actions américaines. L'assurance vie, c'est simple, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français. Le problème, c'est que la plupart des contrats sont bourrés de frais. Frais de versement, frais de gestion, frais de contrat, frais de support, frais d'arbitrage. C'est un véritable millefeuille indigeste auquel vous allez faire face. Combinés, ces frais peuvent vite atteindre plus de 3% par an pour les acteurs traditionnels comme les grandes banques. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, 3% par an, c'est près de 60% de manque à gagner sur 30 ans. C'est exactement pour cette raison que j'ai lancé un contrat d'assurance vie avec des frais bas. Les frais de gestion commencent à 0,99% et évoluent en fonction de votre abonnement Finari. C'est simple, ce contrat, c'est l'un des moins chers sur le marché pour la gestion profilée. Et pour les fans de gestion libre, cette dernière arrive bientôt avec des frais encore plus bas et surtout, si vous souscrivez à une gestion profilée aujourd'hui, vous pourrez bien sûr passer à la gestion libre lorsqu'elle sera disponible. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran afin de démarrer l'ouverture de votre contrat. Tu l'as dit, BlackRock regarde les flux, c'est un investisseur majeur, c'est le plus gros gérant d'actifs au monde. BlackRock est surtout connu pour les ETF. Ouais. Au troisième trimestre 2024, pour la première fois, les nouveaux investisseurs en ETF ont été plus nombreux que les investisseurs en actions, du moins en France. Donc c'est vraiment devenu, tu parlais de proxy tout à l'heure, c'est devenu le véhicule de choix en fait quand on veut se lancer. Je pense que le principe de diversification et de simplicité d'accès et de frais a bien été compris. Comment t'expliques un engouement qui est aussi fort ? Alors déjà, la France est en retard de phase par rapport à quasiment tous les autres pays du monde. Et ça, c'était presque une anomalie. C'est-à-dire que quand on regarde les États-Unis, quand on regarde l'Angleterre, quand on regarde le nord de l'Europe, quand on regarde l'Allemagne, l'ETF est le produit privilégié d'exposition, d'investissement de la plupart des particuliers dans le monde. Pourquoi ? Parce que l'ETF, déjà, c'est très peu coûteux. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui ont commencé à réaliser que quand on réalise un investissement sur le très long terme, les frais mangent de manière cumulée une partie de la performance. Les frais composés. Les frais composés, la 8e merveille du monde. Et donc, c'est plutôt le 8e malheur, les frais composés, c'est les intérêts composés. Oui. Ouais, les intérêts composés, c'est la 8e merveille, t'as raison. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un ETF qui a 10 centimes ou 15 centimes de frais, et qui vous propose... Donc 0,10, 0,15%. Voilà, 0,10, 0,15%, pardon. Et qui se compare à un fonds actif ou un autre véhicule d'investissement plus ou moins actif qui va présenter des frais à 1, voire 1,5%, il faut vraiment que le gérant délivre de l'alpha, ce qu'on appelle de l'alpha, c'est-à-dire de la surperformance, pour compenser ce différentiel de frais. Et donc ça, c'est la première raison qui explique finalement le succès et l'envol des ETF. La deuxième raison, c'est la facilité d'accès. On traite un ETF très facilement. Sur n'importe quelle plateforme aujourd'hui, avec n'importe quelle application sur son téléphone, on peut acheter un ETF. Un ETF, ça se traite comme une action. Donc c'est d'un simple clic, on achète un ETF. Si on a 1 000 € sur son compte, on peut acheter 1 000 € d'ETF. Et on peut acheter des ETF dont la valeur unitaire fait 10 ou 15 €. Ça se fait sans aucun souci. On sait à quel prix on traite. Par exemple, aujourd'hui, on disait que les marchés baissaient. Si on passe un ordre, on est exécuté dans la seconde. On sait à quel prix on a été exécuté. Quand on investit dans un fonds, on traite à cours inconnu. On saura dans 1 jour, 2 jours ou 3 jours à quel prix on est rentré sur le marché. Et en général, sur le cours du lendemain. Donc si le marché baisse aujourd'hui mais qui rebondit demain, pas de bol, on rentrera sur un marché qui n'était pas aussi bas que ce qu'on pensait. Et le troisième argument de l'ETF, c'est la transparence. Un ETF est censé répliquer un indice, c'est comme ça que c'est construit. La composition des indices est publique, donc on sait ce qu'il y a dans l'ETF à tout instant. Donc c'est ça les 3 arguments majeurs qui militent en faveur de l'éclosion et du développement des ETF en France comme ailleurs.